cette accalmie politique que nous constatons est surprenante. Mais je dois vous dire que c'est la résultante des réformes que nous avons adoptées au Bénin depuis 2017. Vous savez, le Bénin a pris l'option des grands regroupements politiques. Et ces regroupements, juste pour mettre fin à une pluralité de partis politiques sans grandes assises. Et donc, nous tendons vers les élections générales de 2026 et logiquement, comme nous avions à constater les années antérieures, nous devions en être à des effervescences à nul autre pareil. Ce n'est pas le cas. C'est dû au fait que, d'abord, les blocs politiques doivent procéder à la désignation de leurs candidats, c'est ce qui devait être fait, ou se voir dans un consensus de désignation de leur parti politique. Donc, c'est vrai que les élections, les législatives et les communales, c'est vers les 10 janvier, la présidentielle vers le avril, le premier tour, et donc les partis politiques, nous ne les voyons pas en mouvement de l'extérieur, mais de l'intérieur, ces partis doivent être en train de prendre les mesures utiles à se faire représenter au Parlement dans les collectivités locales et pourquoi pas prendre le pouvoir d'État. Vous savez, les partis doivent enregistrer les candidatures, imaginez autant de candidatures pour les élections communales et municipales, 109 candidatures titulaires et suppléants pour chaque parti politique. Ce n'est pas chose aisée, puisque ceux qui sont députés veulent se maintenir en position. Ceux qui ne le sont pas encore veulent aller au Parlement. Et donc, c'est une confrontation d'ambition et de motivation politique que les chefs de parti auront le temps de gérer à bien. Dans tous les cas, il y aura des mécontentements qui vont se manifester par des démissions fracassantes, puisque telle ou telle personne qui aspirait à être candidate n'a pas pu avoir la place et le soutien du chef de parti ou des groupes qui pouvaient l'amener à ce niveau-là. Nous sommes après environ 8 ans environ après les réformes. Ce n'est pas en 8 ans que ces réformes seront ancrées dans l'esprit des Béninois, notamment des politiciens. Donc nous avons besoin du temps pour que ces réformes-là soient apprises, soient sues et deviennent désormais le breviaire des hommes politiques et des Béninois. Et donc, vous savez, le président Patrice Talon a géré le pays depuis plus de 9 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape où il doit passer la main. Passer la main à, je ne dis pas, il doit bien remettre le pouvoir à un autre qui sera élu à sa place. Mais il a bien l'envie, peut-être que je prends le risque de le dire, à sa place, que celui qui lui succède soit quelqu'un qui soit proche de lui. Parce que, quoi qu'on dise, toutes les réformes faites, tous les risques pris, il les a pris contre des intérêts personnels de personnes en face. Il a cassé beaucoup de personnalités économiques et politiques autrefois fortes, à tort ou à raison. Et donc tous ceux-là ont envie de revenir en vengeance. Et donc dès qu'ils auront pris le pouvoir,
la première chose, c'est de régler les comptes à Patrice Talon. C'est de l'ordre humain, mais à l'étape où nous sommes, nous n'avons pas nécessairement besoin de ça. Et donc, c'est une réalité dont le président de la République et son équipe doivent tenir compte. En tenir compte exige qu'ils puissent en face trouver les solutions utiles pour contrecarrer l'opposition à imposer leur candidat. De l'autre côté, l'opposition, notamment les LD, beaucoup d'entre eux viennent de faire 10 ans d'opposition politique. S'ils arrivaient à rater ce virage-là de 2026 en ce qui concerne la présidentielle, ils auront peut-être à faire 10 autres années. Ça fait 20 ans. Ce n'est pas simple dans la vie d'un homme politique. Et donc, eux-mêmes sont dans l'intelligence de maîtriser et de gouverner le pays à partir de 2026. C'est de droit. Et ils devraient avoir cette ambition-là, puisqu'ils ont fait 10 ans d'opposition. Alors, seulement que les choses ne seront pas faciles. Il faudra trouver la stratégie et la force nécessaire dans l'opposition pour contrecarrer totalement, non seulement la mouvance, mais surtout Patrice Talon. Il a dit qu'il va s'investir profondément à la réélection de son successeur. Quand il est au pouvoir, depuis 2016, il a gagné 2016, il a gagné 2021, et avant 2016, il a gagné 2006 pour Boni Yayi et 2011 pour Boni Yayi avec un chaos retentissant. Alors, je pense que celui qui a gagné 4 élections successives présidentielles a l'ingénierie de l'organisation qui conduit à cette fin heureuse. Donc, il a cet avantage majeur, même si ce n'est pas lui seul qui a fait gagner Boni Yayi et les 2 dernières présidentielles. Il aura été dans un schéma de gladiateur face aux autres candidats à ces échéances-là. Donc, il faut nécessairement comprendre que ça sera un combat, le dernier peut-être politique le plus fort pour Patrice Talon, en face d'une opposition qui mérite d'être réalisée, qui doit trouver le candidat idéal pour faire face à celui que Patrice Talon aura désiré et celui qu'il pense lui succéder pour continuer l'œuvre qu'il a entamée depuis 2000. Lorsque vous êtes en adversité politique, tous les coups sont bons. Tous les coups sont bons. Les dossiers pour attaquer ceux-là qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui étaient au pouvoir, il y a beaucoup de dossiers qui sont ressortis, comme le ministre conseiller Janvier Laouidou avait commencé par les énumérer, même s'il a été suffisamment attaqué par les gens de son camp et même de l'opposition. Alors, les dossiers ne manquent pas. Il y en a beaucoup. Vous savez qu'il y a l'affaire ICC qui n'a jamais fini. Vous savez le dossier de la Sensad et bien d'autres qui sont au devant de la scène et qui pourraient être utilisés par ceux qui sont au pouvoir pour attaquer ceux qui sont dans l'opposition. Parce qu'ils se connaissent très bien. Comme dans l'opposition, on peut utiliser des dossiers actuels qu'ils peuvent utiliser pour attaquer. Donc, nous sommes en échéance électorale et c'est pour la première fois que nous faisons 3 élections ensemble. Personne n'a envie de faire cadeau à personne. Le plus fort gagnera au terme de ces 3 élections. Entre l'honorable Edmond Agboa et Jacques Ayaji, je n'ose pas parler de fracture. Chacun est en train de marquer son territoire. Vous remarquez que ils sont de la même zone géographique, les collines.
Et Edmond Agua est connu pour un certain nombre d'avancées, puisqu'il a été déjà élu plusieurs fois député. Alors, ce qui lui est reproché, c'est, eh bien, euh, ce sont ces ténors de Moël Bénin qui euh, font chemin vers, ou qui ont déjà fait chemin vers l'UPR sous peut-être la force de ponction du député Edmond Agua. C'est de bonnes guerres. De bonnes guerres, nous sommes sur le terrain politique. Les deux partis, du moins les deux personnalités en question, sont toutes de la mouvance présidentielle. L'autre est ministre conseiller, l'autre est député. Ils sont à des positions stratégiques. Chacun utilise sa position pour montrer sa capacité et sa force auprès du chef de l'État. Et donc, je ne vois pas du mal à ce qui se dit, encore que Jacques Ayadji, avec son parti, avait déjà participé à deux élections sans grand succès. Il compte certainement que la troisième fois soit la bonne. Libre à lui de dénoncer et de trouver les solutions justes. Ce n'est pas parce que Jacques Ayadji a dénoncé Edmond Agua que celui-ci va baisser les bras. Lui aussi, il est dans une dynamique de progression, d'agrandir son cercle UPR dans sa circonscription électorale. Et donc, une chose est de faire la déclaration, mais les réalités sur le terrain seront autres. Dans tous les cas, la fin justifiera les moyens. La mouvance est dirigée par un chef qui est toujours aux affaires. Et contrairement à ce que les gens pensent, je pense que jusqu'au dernier jour, le président Patrice Talon aura son mot à dire. Vous avez les années antérieures, à 1 an, à 6 mois de la fin du régime, chacun pouvait faire ce qu'il voulait dans la mouvance. C'est le cas. Autrement, on aurait enregistré beaucoup de candidatures dans la mouvance. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a quelqu'un qui a la maîtrise, qui a le guidon et qui continue de piloter l'avion qui doit aller à destination en 2026. Et donc, si ça doit continuer entre les deux personnalités, il y a quelqu'un qui pouvait mettre totalement fin à la récréation. Ce drame-là met encore une fois à la lumière les risques que courent les passagers à voyager. Vous savez, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises depuis le drame Babab de Dassa, où on a limité désormais les vitesses. Vous savez que c'est après, surtout ce drame-là, que les contrôles de vitesse ont été accentués sur l'ensemble du territoire national. Je ne sais pas dans quel état le conducteur de la compagnie SMT était quand il arrivé à ce niveau. Généralement, je sais que il y a au moins 2 chauffeurs, plus un mécanicien dans chaque bus, et que lorsque les 2 chauffeurs se relaient, et le mécanicien est là, en cas de qu'est-ce qu'il y a sur le moteur ou tout panne autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la première fois que ce bus passe par là. Est-ce que c'est une question de visibilité? Est-ce que c'est une question d'état de santé personnelle du conducteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une défaillance technique? Nous devons situer les responsabilités. Et il faut saluer la promptitude avec laquelle les chefs chargés de la sécurité, l'agence béninoise de protection civile, le ministre de l'Intérieur, le maire de Glazoué et les policiers ont agi pour que le clair soit fait cette affaire. Je présume que si cet accident avait eu lieu en plein jour, on aurait eu plus de rescapés qu'on en a enregistré. À 1 h du matin, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu dit que les 9 qui ont été sauvés
ont eu le secours de quelques gens de la localité qui sont venus, eh bien, les tirer d'affaire. C'est malheureux. Nous avons du respect pour la mémoire de tous ceux-là et toutes celles-là qui sont morts dans ce drame-là. C'est encore un drame de plus, mais l'essentiel. Vous savez, les bus, la compagnie dont vous parlez est d'origine sahélienne, pour ne pas dire nigérienne. Et ce sont des bus qui font la liaison dans la sous-région, puisque le bus en question a quitté Lomé. Généralement, pour ce que je sais, je ne connais pas le cas de celui-ci, lorsqu'il quitte Lomé, il passe par la zone d'Anié, il rentre par Plakoué, et puis passe par Abomey et ressort par Boycon pour prendre la direction du septentrion béninois jusqu'à débarquement à Malanville. Puisque les frontières restent fermées, donc il passe finalement par l'eau pour continuer sur le Niger pour ceux qui doivent aller à Niamey et autres régions. Alors, malgré la fermeture des frontières, puisque vous parlez de collaboration entre les pays de l'AES, malgré la fermeture des frontières, ces compagnies continuent à fonctionner. Vous allez de part et d'autre des frontières et ces bus sont toujours garés parce que ceux qui quittent le Niger, bien, les bus viennent garer à la terminaison du Niger. Ils prennent par le fleuve Niger et d'autres bus attendent du côté du Bénin et les embarquent et vice-versa. Lorsqu'on doit quitter Cotonou, c'est la même chose. Vous descendez à Malanville, vous prenez par l'eau et puis eh bien, vous montez à bord d'un bus qui vous amène à Niamey et autres villes du Niger. C'est vrai, on aurait souhaité que la collaboration entre les deux, entre les pays de l'AES et le Bénin s'améliore, mais quand bien même cette collaboration aurait été au beau-fixe, cela n'empêcherait pas le bus eh bien, de faire cet accident-là. Malheureusement, ce n'est pas une question, ce n'est pas un drame survenu à la frontière, parce que la frontière est fermée, non. C'est un incident dont nous avons l'obligation d'analyser tous les contours, quitte à ce que, peut-être, renforcer davantage les forces de sauvetage pour que, en un temps record, elles puissent répondre promptement à ça. Ce qui est déjà fait n'est pas mauvais, puisqu'il y a même des sociétés privées qui ont dû mettre du matériel à disposition pour eh bien, sortir le bus de l'eau et pour qu'on puisse décompter le nombre de personnes ayant perdu la vue à l'intérieur. Et les fouilles continuent toujours. Nos marines ont fait le maximum, l'Alliance béninoise de protection civile aussi, mais on peut mieux faire si eh bien, on se donne pour mission d'avoir l'essentiel, comme davantage de matériel. Ils ont pas mal de matériel, mais davantage de matériel à intervenir promptement en ces circonstances-là. Vous savez, logiquement, la compagnie est nigérienne. Peut-être que les autorités nigériennes vont décréter une enquête. Et lorsqu'elles vont décréter une enquête, je ne vois pas les Béninois leur interdire de venir sur les lieux du drame ou d'interroger les personnes utiles à éclairer la lanterne des populations. Donc, oui, je n'aurais pas souhaité que ça soit au prisme d'un accident que le Bénin et le Niger se réconcilient, mais si ça devait arriver, tant mieux. Toujours est-il que nous devons garder foi que la frontière entre les deux pays doit s'ouvrir pour le bonheur de ces nombreuses personnes qui ont des intérêts au Niger et des Nigériens qui ont des intérêts au Bénin. Vous savez, quand on a fermé la frontière, les opérateurs économiques sont obligés d'emprunter le corridor Lomé, Ouaga, tout ça. Ce n'est pas facile. D'abord, ça leur revient plus cher. C'est plus risqué, puisque, eh bien, pour rallier Niamey à partir de Lomé, il fallait traverser pratiquement tout le Burkina Faso. Vous savez que le Burkina est une zone
de grande insécurité aujourd'hui, surtout certaines localités. Et donc, beaucoup de camions avaient été attaqués, brûlés par des conducteurs de véhicules kidnappés par des forces terroristes organisées. Donc, c'est toujours plus facile pour les opérateurs de prendre part à Malanville, de rallier Niamey par Gaïa. Il va de leur intérêt, de leur sécurité personnelle et de l'état de leurs finances. Donc, c'est un souhait. Un jour, ça va se faire. Quand est-ce que ça va se faire, on ne sait pas. Mais vous savez, les deux pays souffrent de ça. Sur le plan économique, les deux pays souffrent. Surtout les Nigériens souffrent de ça. Surtout les opérateurs économiques nigériens souffrent de ça. Et si aujourd'hui on devait ouvrir les frontières, ça sera un grand ouf de soulagement pour ceux-là qui sont au Bénin, qui travaillent, qui envoient, qui font du transit commercial sur le Niger depuis des années et qui, depuis que la frontière est fermée, ont vu les affaires totalement baisser. Le Bénin et le Niger sont côte à côte. Ce sont des pays limitrophes. Ce n'est pas nous qui avons décidé ça, nous avons hérité de ça, même si le colon est passé par là. Donc, nous avons toujours souhaité, du moins le Bénin avait toujours souhaité que la collaboration militaire entre le Niger et les autres pays de l'AES soit au top. Si le Niger, le Burkina, le Mali et le Bénin se mettaient ensemble, et le Togo se mettaient ensemble pour combattre ces forces-là, certainement qu'on aurait plus de résultats et on les aurait repoussés ou les confiner davantage. C'est à souhaiter que cela arrive pour le bonheur de nous tous. Vous savez, il y a beaucoup de nos citoyens qui vivent dans le qui-vive au quotidien parce qu'ils sont proches de la zone triple entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, une no man's land où les forces terroristes organisées pouvaient jouer à libre jeu. Et donc, c'est toutes les fois. Vous savez, ils ne vivent pas. Et c'est à l'honneur des forces de défense et de sécurité béninoises. Il n'y a pas de force terroriste qui est de base à l'intérieur du Bénin. Ils s'organisent ailleurs et viennent agir promptement et repartent. Et si de commun accord, on pouvait unir les forces et à démanteler leur base, eh bien, chacun des pays se sentira bien en ce qui concerne sa défense et sa sécurité. Vous savez, en 1978 déjà, cette tension est arrivée entre le Bénin et le Gabon. Il n'est pas souhaité que les deux pays qui ont des liens très anciens en arrivent à avoir des problèmes. Et vous avez vu, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a joué à l'apaisement. Il a appelé nos compatriotes résidant au Gabon à l'apaisement, au calme. Et si possible, ceux qui veulent revenir au pays auront l'aide de l'État béninois pour revenir. Il n'est jamais trop tard de revenir sur la terre de ses aïeux. C'est vrai, ces jeunes-là, ces nombreuses personnes qui sont au Gabon, il y en a qui y vont étudier, mais il y en a qui sont dans le business pour la plupart. Vous savez, ce qui se passe, c'est la volonté des autorités gabonaises actuelles de nationaliser l'économie. Vous savez qu'il y a de petites activités qui sont dans les mains des étrangers. Ce ne sont pas seulement les Béninois. Mais parce que l'espace existe, que ces Béninois en ont profité. On ne peut pas condamner un Béninois qui quitte son pays pour aller exercer au Gabon, encore que pour la plupart, il y a des
dispositions administratives qui leur sont imposées. Vous devez avoir carte de séjour, vous devez être contrôlé toutes les fois. Et ce n'est pas la joie, toujours, parce que ces Béninois et ces Ouest-Africains sont parfois eh bien, persécutés, même sur les lieux de travail, dans certains pays de l'Afrique centrale. Ce n'est pas... imaginez quelqu'un qui est au Gabon depuis 40 ans, 50 ans, qui a construit ces maisons-là. Il y en a qui ont épousé des Gabonaises. Il y a des Gabonais qui ont épousé des Béninoises. Vous n'allez pas dire de couper ces relations parce que, eh bien, le gouvernement du Gabon veut nationaliser l'économie. Vous savez, nationaliser l'économie, c'est une projection, mais ça ne peut jamais arriver totalement. Parce que y a les étrangers ont déjà conquis trop de terrain et trop d'espace économique au Gabon. Il n'y a pas que les Béninois. Vous savez, vous connaissez la quantité de Libanais au Gabon, parce que c'était une terre financièrement ou économiquement fertile. Vous savez le nombre d'entreprises françaises et de Français qui sont au Gabon. Au fait, disons-nous les choses clairement, le Gabon a une économie détenue par des étrangers. Et si les autorités actuelles se réveillent pour penser les choses autrement, on ne peut pas le leur interdire, mais il y a la façon de le faire, il y a la démarche. La démarche doit être conciliante, explicative et inclusive pour que en Afrique, nous ne nous sentons pas menacés. J'ai vu des images dans des marchés où j'ai été estomaqué parce qu'il y a des mots qui sont sortis et qui pouvaient appeler à la violence. Mais j'ai vu avec quel calme ces Béninoises ont ramassé leurs marchandises. Avec calme, elles n'ont même pas prononcé de mots. Avec calme, et ont quitté le marché, ont laissé place à ces Gabonais. C'est pas parce que, vous savez, lorsque vous ne savez pas faire quelque chose, vous ne le ferez pas si vous ne l'avez pas appris. C'est pas parce que les Béninoises et les Ouest-Africains auront reculé du Gabon que les Gabonais auront eh bien, la piste à la richesse. Il faut apprendre d'abord à travailler avant d'en profiter. Malheureusement, il y a trop d'espace économique au Gabon qui sont dans les mains des étrangers. Donc le Gabonais doit réapprendre à travailler, à faire les petites activités économiques. Je dis bien les petites activités économiques parce que préparer des galettes au bord de la voie, eh bien, créer des objets artisanaux, tout ça, c'est aux mains des étrangers, de Togolais, de Béninois, etc. Donc, il faudra que les autorités gabonaises se situent dans la logique de formaliser la formation technique et professionnelle. Parce que ça, ce n'est pas très développé au Gabon. Si c'est une nouvelle option, au lieu de chasser les étrangers, il fallait aller de façon progressive, former les Gabonais à ces petits métiers, quitte à ce que les étrangers soient appelés à leur laisser la main. Dans tous les cas, les étrangers ne partiront jamais. Aujourd'hui, si tous les étrangers partaient du Gabon, le Gabon n'existerait pas. Vous savez, ça dépend de là où on se situe. Malheureusement, l'appréciation d'un gouvernement au Bénin dépend des intérêts personnels, des humains personnels, de ce qu'on y a gagné, de ce qu'on y a perdu. C'est malheureux. Parfois, on manque d'objectivité. Le problème que nous avons fondamentalement, c'est que en 1990, à la conférence nationale, on ne nous a pas suffisamment expliqué que la démocratie devrait s'accompagner de développement. Nous avions utilisé la démocratie comme un tremplin au développement et nous n'y sommes pas arrivés. On a cru qu'il suffisait d'avoir la liberté de créer les partis politiques, d'avoir la liberté d'association, d'expression pour que le pays se développe. Après plusieurs années, nous avons constaté que le développement escompté n'était pas au rendez-vous. Et donc la forme de la démocratie exportée que nous avons implémentée
n'était peut-être pas la bonne ou était mal exploitée. Alors, moi, j'ai toujours été contre une contextualisation de la démocratie occidentale. Nous avons des réalités. Les Occidentaux ont adopté cette démocratie après maintes épreuves. Vous savez qu'en Europe, dans beaucoup de pays européens, les femmes n'avaient pas droit de vote. Vous savez que les femmes n'avaient pas le même niveau de salaire que les hommes. Tout ça, c'est à l'épreuve des faits et de l'évolution de la société que les choses se sont rectifiées. Nous avons une civilisation, nous avons une démarche, nous avons une culture, nous avons une façon de vivre auquel on est venu greffer une démocratie occidentale qui a fait ses preuves ailleurs. C'est ça que nous avons à accepter après le discours de la Baule de François Mitterrand, et nous en sommes là. Africains que nous sommes, béninois que nous sommes, nous devons comprendre que toute démocratie doit s'accompagner d'efforts de développement. Et cet effort de développement devrait être l'apanage de chacun et de tous. La démocratie telle qu'expérimentée depuis 1990 ne profitait qu'aux intellectuels. Vous avez des personnalités, des gens qui ont suffisamment profité de la démocratie sur le plan politique. Il y a des politiciens qui sont devenus plus riches que les opérateurs économiques, ce qui ne devrait pas être le cas. Vous avez au Bénin des citoyens qui ne sont appelés à exprimer leur démocratie que lorsqu'il s'agissait de voter, et qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'école proche, qui n'ont pas droit aux soins de santé, qui n'ont pas de piste rurale. C'est la démocratie que nous avons pratiquée là. Alors, je ne suis pas contre le fait que nous soyons un pays démocratique, mais à cette démocratie, nous devons désormais concilier l'effort de développement. Ce qui se fait depuis 2016 au Bénin, je ne dis pas que c'est nécessairement la norme, mais il y a une impulsion nouvelle qui est née à partir de 2016. Et cette impulsion, nous devons faire le débat autour. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Dans tous les cas, nous devons travailler à sauvegarder fondamentalement ce qui est bon dans ce que nous faisons depuis 2016. Ce n'est pas la tête du président Patrice Talon qui importe, parce que lui-même l'a dit qu'il passe et que le Bénin va rester. Alors, comment trouvons-nous la convergence vers les initiatives de développement, vers les forces qui devraient permettre aux nouvelles générations d'exprimer leur talent, d'émerger et de contribuer à l'évolution du pays. Je crois que c'est ça l'essentiel. La démocratie, pour les puristes démocrates ou démocratiques, la démocratie a reculé, mais pour ceux qui sont épris de développement, eh bien, le Bénin, peut-être qu'ils ont tort, mais le Bénin est sur la bonne voie. Moi, je ne suis pas un acteur politique, je suis un lecteur des faits politiques. Donc, je n'ai pas de recommandations à donner ou à faire aux hommes politiques. Seulement, le seul patrimoine dont nous sommes tous bénéficiaires, c'est le Bénin. Et les ambitions politiques, les intérêts personnels doivent être en dessous de ce patrimoine-là que nous partageons, qui reste malgré les mécontentements, malgré les insatisfactions. Beaucoup d'efforts ont été faits au Bénin depuis 1990 et particulièrement à partir de 2016. Qu'on soit pour ou contre, mais il y a des choses remarquables qui ont été faites par ceux qui sont là. Ils ne sont pas des érudits, c'est évident. Ils n'ont pas la science infuse, mais ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. À ceux qui vont venir après eux d'améliorer les choses, de le faire à mieux, pour que le Béninois lambda se sente bien dans sa peau quand il a un problème de santé, quand son enfant doit aller à l'école, quand il doit aller au marché, eh bien, acheter de vivrier pour la suivi de sa famille. L'engagement national au développement doit être désormais la chose la plus partagée. C'est fondamental. Si on ne travaille pas, on ne gagne pas.
Et quand on travaille seul, on ne gagne jamais. Nous devons travailler ensemble. Lever les énergies utiles à faire et très bien faire ce qui est utile pour le développement du pays, pour que d'ici 15-20 ans, le Bénin se retrouve à la bonne place. Nous en sommes capables.